Cette nuit-là, j'ai rêvé de sa trahison. C'était un rêve étrange, très réel. Je me suis réveillée effrayée, le cœur battant à toute vitesse. Les jours suivants, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Puis, peu à peu, j'ai commencé à percevoir quelque chose d'inquiétant. Tout était en train de se produire, exactement comme dans mon rêve. Alors Bonjour à tous, je m'appelle Élise et c'est moi qui vais vous guider à travers les méandres de ma propre descente aux enfers. Avant de commencer à dérouler le fil de cette toile sombre et complexe, je vous demande une petite faveur. Prenez une seconde pour vous inscrire à la chaîne, laissez un « j'aime » si mon récit résonne en vous et surtout, dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous m'écoutez. C'est toujours étrangement réconfortant de savoir jusqu'où notre voix peut porter quand on a gardé le silence pendant si longtemps. Il y a une chose fondamentale que vous devez comprendre à mon sujet avant que je n'entre dans le vif du sujet. Je n'ai jamais été une femme très religieuse. Je suis une personne de faits, de logique et de rationalité. L'astrologie, les signes de l'univers, le destin, les rêves prémonitoires ou les pressentiments mystiques. Tout cela n'a jamais fait partie de mon monde. Je suis une cartésienne pure et dure. Pour moi, les événements ont des causes tangibles et des conséquences mesurables. Pourtant, alors que je suis assise ici pour vous parler, même moi, avec tout mon pragmatisme, je n'arrive toujours pas à croire que ce que je vais vous décrire me soit arrivé à moi. Je n'arrive pas à croire que l'impossible, l'irrationnel ait fait irruption dans ma vie avec une telle violence et surtout avec une telle précision dans chacun de ses détails. J'ai 57 ans. Mon mari, ou devrais-je dire l'homme que je croyais connaître, en a 59. Pendant plus de 30 ans, nous avons formé une équipe redoutable. Ensemble, nous avons construit un véritable empire dans le secteur très concurrentiel de la technologie. Nous avons commencé à l'époque des premiers modems, en tirant des câbles dans des locaux humides, travaillant jour et nuit pour monter des fournisseurs d'accès à Internet. Puis, au fil des décennies, notre petite entreprise est devenue un monstre financier, brassant des investissements millionnaires à l'échelle internationale. Durant toutes ces années, nous avons tout traversé côte à côte. Les nuits blanches, les risques calculés, le stress écrasant des débuts, puis l'ivresse du succès. Je pensais sincèrement que nous avions un mariage solide, un roc inébranlable. Nous avions tout construit ensemble, pierre par pierre, avec acharnement, des sacrifices personnels incalculables et surtout avec amour. En tout cas, c'était la certitude absolue avec laquelle je me réveillais chaque matin. Il était mon partenaire en affaires, mon confident, mon pilier. Mais depuis quelques mois, cette belle architecture avait commencé à se fissurer de manière presque invisible. Une sensation étrange, un frisson glacé sur la nuque qui refusait de disparaître. Quelque chose dans l'air même de notre maison semblait hors de propos. Au début, ce n'était que des détails infimes, le genre de choses que l'on balaie d'un revers de main en se disant qu'on est simplement trop fatigué. Des objets subtilement déplacés. Ces clés de voiture qui n'étaient pas sur la console de l'entrée où il les posait religieusement depuis 20 ans. Son regard, parfois, qui semblait traverser les murs, perdu dans des pensées auxquelles je n'avais soudainement plus accès. Et puis, il y a eu les finances. Je gère une grande partie de nos actifs, mais j'ai commencé à remarquer des valeurs inhabituelles sur nos cartes de crédit communes ou professionnelles. Des montants qui n'avaient aucun sens, des factures noyées dans la masse de nos dépenses d'entreprise. Et enfin, ces voyages soudains. Des déplacements de dernière minute sous prétexte de crise urgente avec de nouveaux investisseurs ou des problèmes de serveurs à l'autre bout du pays, des choses qu'il déléguait pourtant à ses équipes depuis des années. À chaque doute, mon esprit rationnel reprenait le dessus. Je me disais que c'était le fruit de mon imagination, que la pression du travail, ou peut-être simplement la routine, me rendait paranoïaque. Je chassais ces pensées toxiques avec culpabilité. Je le regardais préparer sa valise avec un visage sérieux et je me répétais « Il ne ferait jamais une chose pareille. Pas après tout ce que nous avons bâti. Pas lui. » Jusqu'à cette fameuse nuit. La nuit où la réalité s'est fracturée. Il pleuvait ce soir-là. Une pluie battante qui claquait contre les grandes baies vitrées de notre chambre. Je m'étais endormie avec cette angoisse sourde qui me rongeait l'estomac depuis des semaines.
Et soudain, j'ai plongé dans un rêve étrange. Ce n'était pas un rêve ordinaire, flou et incohérent. Non, la texture de ce songe était différente, terrifiante de réalisme. La lumière, les sons, les odeurs. Tout était d'une netteté aveuglante, presque chirurgicale. En vérité, ce n'était pas un rêve. C'était un cauchemar d'une lucidité effroyable. Mon esprit était pris au piège, dans une série de scènes, des tableaux d'une cruauté insupportable qui défilaient avec une précision maniaque. L'oppression dans ma poitrine était si forte que j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter de battre. Mon propre corps, cherchant à me sauver de cette vision d'horreur, m'a arraché au sommeil avec une violence inouïe. Je me suis réveillée en sursaut dans l'obscurité de notre chambre. Je haletais. Ma respiration était lourde, erratique, sifflante dans le silence de la nuit. Ma peau était couverte d'une sueur glaciale qui collait mes draps de soie contre moi. Mes mains tremblaient de manière incontrôlable. Le mouvement brusque de mon corps l'a réveillé. Il a allumé la lampe de chevet, plissant les yeux sous la lumière soudaine, et s'est penché vers moi, le visage marqué par ce qui ressemblait à de l'inquiétude. « Élise, qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, la voix rauque de sommeil. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toute pâle. » Il a tendu la main pour caresser mon épaule. Mais au contact de sa peau, j'ai dû réprimer un frisson de dégoût. Je l'ai regardé dans les yeux. Ces yeux que je croyais lire comme un livre ouvert et qui m'apparaissaient soudain comme deux gouffres insondables. Mon cœur tambourinait contre mes côtes. « Ce n'est rien », ai-je menti en essayant de stabiliser le tremblement de ma voix. « J'ai juste fait un cauchemar épouvantable. J'ai rêvé que je tombais d'un précipice sans fond. » Il m'a regardé avec une douceur qui m'a donné la nausée, m'a murmuré des mots rassurants, a éteint la lumière et s'est rendormi presque immédiatement. Je suis resté là, éveillé, fixant le plafond dans le noir, le souffle court. Je ne lui avais pas raconté la vérité, parce que ce rêve horriblement lucide ne parlait absolument pas de chute ou de précipice. Il parlait de lui. Et dans les 7 jours qui ont suivi cette nuit-là, quelque chose d'absolument impossible, de terrifiant et de défiant toute logique a commencé à se produire. Tout ce que j'avais vu dans ce cauchemar, chaque détail, chaque objet, chaque mot, a commencé à se matérialiser dans ma vie réelle. Exactement de la même forme, exactement de la même manière. Le compte à rebours de ma propre destruction venait de s'enclencher. Cette sensation de déjà-vu est la chose la plus terrifiante que j'ai jamais expérimentée. C'est comme si ma vie était devenue un film dont j'avais déjà vu le montage final, et je ne pouvais rien faire pour arrêter la projection. Les 2 premiers jours après ce cauchemar, j'ai essayé de me convaincre que tout cela n'était que le résidu d'une anxiété accumulée. Mais le 3e jour, la réalité a commencé à copier le rêve avec une cruauté chirurgicale. Dans mon rêve, je me voyais debout au milieu de la cuisine. Il faisait nuit noire, le genre de nuit où le silence est si épais qu'il bourdonne dans les oreilles. Je n'arrivais pas à dormir. Je fixais la surface en quartz de l'îlot central quand, soudain, le téléphone de mon mari, posé là, s'est mis à vibrer. Une vibration sourde, insistante, qui faisait légèrement pivoter l'appareil sur lui-même. Dans le rêve, je m'approchais, le cœur battant, et je regardais l'écran. L'heure affichée était d'une précision glaçante, 3h17 du matin, et sur l'écran, un nom apparaissait. Un nom de femme que je n'avais jamais entendu. Un nom qui ne figurait dans aucun de nos cercles d'amis ou d'affaires. 2 jours après cette nuit d'orage, l'insomnie m'a effectivement poussé hors du lit. Je suis descendu à la cuisine pour boire un verre d'eau. La maison était plongée dans cette même obscurité pesante. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis resté là, dans le gris de la nuit, à fixer le téléphone qu'il avait oublié sur la table. Une erreur qu'il ne commettait jamais d'habitude. Soudain, l'appareil a pris vie. La vibration a déchiré le silence. Mon sang s'est glacé dans mes veines avant même que je ne pose les yeux sur l'écran. J'ai tendu une main tremblante. J'ai cligné des yeux pour ajuster ma vue. 3h17. Exactement. Et là, sur l'écran lumineux qui brûlait mes rétines, le nom était là. Le même nom que dans mon cauchemar. Chaque lettre, chaque espace. C'était le premier clou que le destin enfonçait dans le cercueil de mes certitudes.
Je suis restée figée, incapable de respirer, regardant l'écran s'éteindre et le silence retomber sur la cuisine. C'est une coïncidence, me suis-je murmuré, la voix brisée. C'est juste une coïncidence statistique. Mais au fond de moi, une porte venait de s'ouvrir sur un abîme que je ne pourrais plus jamais refermer. Le rêve contenait un deuxième détail, tout aussi absurde. Je me voyais sur la véranda de notre suite, au petit matin. Le soleil n'était pas encore levé. Le ciel était d'un bleu d'encre. Sur la petite table en fer forgé où nous prenons parfois notre café, il y avait 2 tailles de vin. Elles étaient vides, avec une légère trace de lit au fond, comme si quelqu'un avait partagé un moment intime dans le secret de la nuit. C'était insensé. Nous n'avions pas bu de vin ce soir-là, et mon mari était censé dormir à mes côtés. Le lendemain de l'épisode du téléphone, je me suis forcée à agir normalement. Mais la tension était telle que j'avais l'impression que ma peau allait craquer. Le surlendemain, au réveil, j'ai ressenti un besoin impérieux d'air frais. J'ai ouvert les portes-fenêtres de la véranda. L'air frais du matin m'a frappé au visage. Mais ce n'est pas cela qui m'a coupé le souffle. Là, sur la table, exactement dans la même position que dans ma vision, se trouvaient les 2 tailles de vin. Elles brillaient sous la lueur blafarde de l'aube. Je me suis approchée, les jambes flageolantes. Je les ai touchées. Le verre était froid. Elles étaient réelles. Elles n'auraient pas dû être là. Nous n'avions reçu personne. Nous n'avions pas ouvert de bouteille. Pourtant, elles témoignaient d'une présence, d'une trahison nocturne dont j'avais été exclue dans ma propre maison. Chaque pas que je faisais semblait désormais suivre un script déjà écrit. La panique commençait à m'envahir, une panique sourde et constante qui accélérait mon pouls à chaque fois qu'il entrait dans la pièce. Je le regardais, je cherchais dans son visage un signe de cette duplicité, mais il restait ce même homme attentionné, ce mari parfait que j'avais aimé pendant 3 décennies. Comment pouvait-il porter un tel masque? Ou était-ce moi qui sombrais dans une folie prophétique? Le 3e détail du rêve était sensoriel. Ce n'était pas une image, c'était une odeur. Dans mon sommeil, j'avais senti un parfum, pas le mien, pas celui, léger et floral, que je porte depuis des années. C'était un parfum féminin puissant, entêtant, avec des notes sucrées de vanille et de musc, une fragrance agressive qui semblait s'accrocher à tout ce qu'elle touchait. Dans le rêve, cette odeur émanait de son paletot, le veston gris qu'il portait pour les grandes réunions. Quelques jours plus tard, il est rentré tard, comme d'habitude ces derniers temps. Il a prétexté une réunion qui s'était éternisée avec un fournisseur de fibres optiques. Je l'ai accueilli dans le hall. Il s'est approché pour m'embrasser, un geste machinal, presque administratif. Alors qu'il passait ses bras autour de moi, son paletot a frôlé mon visage. Et là, l'odeur m'a frappé comme une gifle. Ce parfum doux, écœurant, exactement celui de mon cauchemar. Il était là, imprégné dans les fibres du tissu, une preuve invisible mais indiscutable d'une proximité avec une autre femme. À cet instant précis, j'ai senti mon monde basculer définitivement. Ce n'était plus de la paranoïa. Ce n'était plus une série de coïncidences malheureuses. Quelque chose de surnaturel ou de terriblement macabre était en train de se jouer. Pourquoi mon esprit m'avait-il montré ces détails avant qu'ils ne se produisent? Était-ce un avertissement de mon subconscient qui avait analysé des milliers de micro-indices sans que je m'en rende compte? Ou était-ce quelque chose de plus profond, une connexion mystique que je ne pouvais pas expliquer? Je me suis écartée de lui, prétextant une fatigue soudaine. Je l'ai regardé monter l'escalier, son paletot à la main, ce même homme qui partageait mon lit et mes secrets, et j'ai réalisé que je vivais avec un étranger. Mais le plus effrayant n'était pas encore là. Le plus effrayant, c'était que je savais ce qui allait suivre. Je connaissais la suite des événements. Les pièces du puzzle commençaient à s'emboîter, et le tableau qui se dessinait était celui d'une trahison bien plus vaste que je ne l'aurais jamais imaginé. Les coïncidences impossibles ne faisaient que commencer, et chaque nouveau détail me rapprochait un peu plus d'une vérité qui allait non seulement briser mon cœur, mais menacer tout ce que nous avions construit. À ce stade, l'air dans notre immense maison était devenu irrespirable. Chaque pièce me semblait hantée par les images de mon sommeil,
comme si les murs eux-mêmes murmuraient les secrets de mon mari. Ma logique cartésienne criait au secours, cherchant désespérément une explication scientifique à ce qui m'arrivait. Comment mon cerveau pouvait-il anticiper des événements aussi précis? Était-ce une hypervigilance de mes sens? Ou le destin essayait-il de me sauver d'un naufrage total? Dans mon rêve, il y avait cette vision nocturne, presque cinématographique. Je me voyais au volant de ma voiture, m'arrêtant devant un feu rouge. Mes yeux étaient attirés par une enseigne lumineuse sur le côté de la route. C'était celle d'un hôtel spécifique, le Grand Palais Élysée, un établissement de luxe niché dans un quartier discret de la ville. C'était exactement l'endroit où mon mari prétendait, depuis des semaines, organiser des dîners de haut vol avec des investisseurs étrangers pour financer notre nouvelle infrastructure de data center. Dans le rêve, l'enseigne grésillait légèrement, projetant une lueur bleutée sinistre sur le trottoir. Quelques jours après avoir senti ce parfum étranger sur son veston, je me suis retrouvée dans mon bureau, à la maison, chargée de vérifier les dépenses courantes. Je parcourais machinalement la facture du compte bancaire corporatif, celui que nous utilisons pour les frais de représentation. Soudain, mon regard s'est figé. Une ligne de facturation, une seule, a fait tambouriner mon sang à mes tempes. Une transaction importante, enregistrée 2 jours plus tôt. Le bénéficiaire, le Grand Palais Élysée. Le même hôtel, la même enseigne que j'avais vue briller dans mon cauchemar. Ce n'était pas une réunion dans un salon de conférence. C'était une chambre, une suite, facturée à un tarif qui ne laissait aucune place au doute sur la nature du séjour. Mes mains sont devenues moites, laissant des traces sur le papier glacé des comptes. Je n'avais même plus besoin de chercher les preuves. Elles venaient à moi, portées par une force invisible qui suivait le script de ma nuit d'horreur. Mais le rêve ne s'arrêtait pas là. Il y avait cet instant précis où je me voyais fouiller dans la poche d'un manteau de laine noire que mon mari ne portait que pour les grandes occasions. Mes doigts effleuraient un petit morceau de papier rigide. Un reçu de restaurant. Un dîner somptueux, avec des plats que nous n'avions jamais partagés, des vins millésimés que je savais être ses préférés. Sur le reçu, la mention était claire. 2 couverts. Cette même semaine, alors que la pluie lavait de nouveau la ville, j'ai décidé de ramasser quelques vêtements pour les porter à la blanchisserie. J'ai décroché ce fameux manteau noir du cintre. Mon cœur s'est serré. J'ai glissé ma main dans la poche droite, presque avec une certitude macabre. Mes doigts ont rencontré la texture familière du papier. J'ai sorti le ticket de caisse, plié en 2, exactement comme je l'avais vu. Je l'ai déplié avec une lenteur de supplicié. Le montant était astronomique. Le lieu, un petit bistrot italien caché, réputé pour sa discrétion et ses bougies à peine éclairées. Et en bas du ticket, cette mention qui résonnait comme un glas, 2 personnes. Le dîner avait eu lieu mardi soir, alors qu'il m'avait dit être coincé au bureau pour un audit de sécurité. Je suis restée assise sur le rebord du lit, le reçu froissé entre mes doigts, sentant le sol se dérober sous mes pieds. La réalité était devenue un miroir déformant de mes visions nocturnes. Mais le coup de grâce de cette série de coïncidences impossibles n'était pas encore tombé. Dans le rêve, j'étais assise à ses côtés dans le salon. Son téléphone était posé sur l'accoudoir du canapé. L'écran s'illuminait brièvement, juste le temps qu'une notification apparaisse, une ligne de texte rapide qui disparaissait aussi vite qu'elle était venue. Je me souvenais de chaque mot, de chaque ponctuation, comme s'ils avaient été gravés dans ma mémoire avec une pointe de diamant. Les mots étaient « J'ai déjà la nostalgie d'hier ». 3 jours après la découverte du reçu, alors que nous prenions un thé en silence, l'atmosphère était devenue si lourde qu'on aurait pu la trancher au couteau. Soudain, son téléphone, posé juste là, sur le canapé, a pris vie pour une fraction de seconde. Un flash de lumière blanche dans la pénombre du salon. Mes yeux, entraînés par la peur, ont capté le message avant qu'il ne s'évanouisse. J'ai déjà la nostalgie d'hier. Les mêmes mots, la même structure, le même expéditeur masqué. À cet instant, j'ai eu envie de hurler, de briser les vases de prix qui ornaient notre salon, de le secouer et de lui demander comment il pouvait me trahir avec autant de méthode. Mais le silence était ma seule arme. J'avais besoin de voir jusqu'où cette prophétie allait me mener.
Si le rêve disait vrai pour les détails insignifiants, alors ce qu'il me réservait pour la suite était bien plus terrifiant que de simples messages ou des dîners cachés. La trahison n'était pas seulement sentimentale, elle semblait s'étendre aux fondations même de notre vie professionnelle. Chaque nouvelle coïncidence m'apportait une preuve, mais aussi une question. Pourquoi avais-je reçu ce don, ou cette malédiction, de voir l'invisible? Était-ce pour me préparer au choc final? Car dans le rêve, la fin n'était pas une simple rupture. C'était un effondrement total. Les coïncidences deviennent terrifiantes, n'est-ce pas? Avant que je ne vous dévoile le prochain détail qui a tout fait basculer, laissez un petit « j'aime » et dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville suivez-vous ce mystère. L'atmosphère dans notre maison était désormais saturée d'une tension électrique. Chaque pas que je faisais, chaque pièce où j'entrais me donnait la sensation d'être une actrice rejoignant une scène tragique dont elle connaît déjà la fin sanglante. La réalité ne se contentait plus de ressembler à mon rêve. Elle commençait à l'imiter avec une malveillance qui me glaçait le sang. Ce n'était plus seulement de la tristesse, c'était de l'effroi. Je commençais à avoir peur de mes propres pensées, de mes propres pas, car je savais que chaque action me rapprochait inexorablement de la prochaine vision. Dans mon rêve, une image m'avait frappé par son aspect insolite. J'entrais dans notre salle de bain principale, celle avec le marbre blanc et la robinetterie en or. Et là, sur le rebord de la vasque, négligemment abandonnée, je voyais son alliance. C'était un détail qui aurait pu sembler anodin pour n'importe qui d'autre, mais pas pour moi. Mon mari n'enlevait jamais sa bague. Jamais. Il disait que c'était sa peau, son identité, le symbole indéfectible de notre promesse faite 30 ans plus tôt. Dans le rêve, l'anneau d'or brillait sous les spots halogènes, solitaires, comme un objet désacralisé. 2 jours après avoir vu ce message sur son téléphone, je suis entré dans la salle de bain pour me préparer. Le silence de la maison était lourd, étouffant. Et là, mes yeux se sont fixés sur le marbre froid. Mon cœur a manqué un battement. L'alliance était là. Elle reposait exactement à l'endroit où je l'avais vue dans mon sommeil, inclinée de la même manière, reflétant la lumière crue du matin. Un frisson violent a parcouru mon échine. Pourquoi l'avait-il enlevée? Pour ne pas qu'elle la sente? Pour se sentir libre le temps d'une étreinte? Ou était-ce le signe symbolique que, dans son esprit, notre contrat était déjà rompu? Je n'ai pas touché l'objet. Je suis resté là à le contempler comme on contemple une pièce à conviction sur une scène de crime. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Une autre vision m'avait hanté, celle d'une photographie. Dans le rêve, je manipulais la tablette intégrée au tableau de bord de sa voiture, une berline de luxe dont il était si fier. Je faisais défiler les fichiers récents et je tombais sur une image. C'était un selfie qu'il avait pris lui-même. On le voyait sourire, ce sourire carnassier qu'il réserve aux grandes victoires, et, dans le reflet de ses lunettes de soleil ou sur le siège passager juste à côté, on devinait une silhouette. Une femme. Son visage restait dans l'ombre, dissimulé par l'angle de la prise de vue ou par une mèche de cheveux, mais sa présence était indiscutable. Quelques jours plus tard, j'ai dû emprunter son véhicule pour une course urgente, le mien étant au garage. En m'installant dans le siège en cuir, l'odeur de ce parfum sucré m'a de nouveau sauté à la gorge. Mes doigts ont agi d'eux-mêmes, comme possédés par le souvenir de ma vision. J'ai allumé l'écran tactile. J'ai navigué dans la galerie multimédia synchronisée. Et elle était là, la photo. Exactement la même composition. Lui, rayonnant, et cette ombre féminine à ses côtés, assise à ma place, dans ma voiture, dans ma vie. La haine a commencé à remplacer la douleur. Une haine froide, lucide, qui me donnait une force nouvelle. Mais le détail le plus terrifiant de cette partie du rêve concernait ses paroles. Dans mon sommeil, je l'entendais entrer dans la cuisine et prononcer une phrase très spécifique. « Camille, je vais devoir m'absenter 3 jours. Il y a un problème technique majeur sur le serveur principal d'une filiale en province. Je dois régler ça personnellement. » C'était absurde. Il ne gérait plus l'aspect technique depuis au moins 15 ans. Nous avions des centaines d'ingénieurs payés grassement pour cela. 3 jours après la découverte de la photo, alors que je servais le café, il est entré dans la pièce. Son expression était celle du mari dévoué, accablé par ses responsabilités.
Il a posé sa main sur mon bras et a ouvert la bouche. Avant même qu'il ne parle, je savais ce qu'il allait dire. Les mots sont sortis de ses lèvres comme s'il lisait le script de mon cauchemar. « Camille, je vais devoir m'absenter 3 jours. Il y a un problème technique majeur sur le serveur principal d'une filiale en province, je dois régler ça personnellement. » Le même ton, les mêmes mots, la même excuse pathétique. J'ai dû serrer mon mug de toutes mes forces pour ne pas le lui jeter au visage. Je l'ai regardé, fixant ce visage que je croyais aimer, et j'ai réalisé l'ampleur de la mise en scène. Il ne partait pas pour un serveur, il partait pour elle. Et il emportait avec lui une partie de notre empire. Chaque pièce du puzzle que je ramassais me montrait une image de plus en plus sombre. Ce n'était plus seulement une liaison, c'était une substitution. Elle prenait ma place dans sa voiture, dans ses pensées, et bientôt, je le sentais, dans notre entreprise. Mais ce qu'il ignorait, c'est que mon rêve m'avait montré bien plus qu'une simple infidélité. Il m'avait montré des documents, des dossiers noirs, des trahisons qui allaient bien au-delà de la chambre à coucher. La réalité commençait à m'effrayer, certes, mais elle m'armait aussi. Chaque coïncidence confirmée était une preuve que je stockais mentalement. J'attendais la suite. J'attendais le moment où le rêve me montrerait comment détruire celui qui était en train de m'effacer. L'angoisse qui m'habitait s'était transformée en une vigilance de chaque instant, presque animale. Je ne vivais plus, je surveillais. Mon esprit était devenu une chambre noire où je développais les clichés macabres de mon futur immédiat. Le pragmatisme qui avait fait ma fortune me servait désormais à cataloguer les preuves d'un désastre annoncé. Dans mon rêve, une nouvelle série d'images s'était imposée à moi, des détails d'une précision administrative, presque bureaucratique, qui allait révéler l'ampleur de la machination. Dans ce sommeil de plomb, je m'étais vu entrer dans son bureau privé, au rez-de-chaussée de notre villa. Sur son bureau en acajou, d'ordinaire si bien rangé, trônait une mallette noire en cuir, une mallette de l'entreprise. Dans le rêve, je l'ouvrais. Je m'attendais à y trouver des contrats de maintenance ou des rapports trimestriels, mais ce qui s'y trouvait était tout autre. Des dossiers de réservation de voyage, des billets d'avion pour des destinations paradisiaques, des réservations de suites dans des complexes hôteliers de luxe en Asie et aux Maldives. Des noms de destinations que nous n'avions jamais évoqués ensemble. Quelques jours après son départ pour son prétendu dépannage technique, j'ai profité de son absence pour organiser son bureau, une tâche que je faisais de temps en temps pour l'aider. Mes mains tremblaient lorsque j'ai aperçu la mallette noire posée sur la chaise. C'était la réplique exacte de ma vision. Je l'ai ouverte, le cœur battant à tout rompre. À l'intérieur, les dossiers étaient là. Je les ai feuilletés avec une sensation de vertige. Les réservations étaient pour le mois prochain. Mais le détail qui m'a glacé le sang n'était pas la destination. C'était le nom des passagers, son nom à lui et celui de cette femme. Ils n'avaient pas seulement prévu une escapade, ils avaient prévu une vie ailleurs, financée par nos bénéfices communs. Chaque découverte agissait comme une décharge électrique. Mais le rêve m'avait montré quelque chose de plus mystérieux encore. Dans ma vision, je voyais l'écran de son téléphone s'allumer sur la console centrale de la voiture. Un message arrivait, mais l'expéditeur n'avait pas de nom. À la place, il n'y avait qu'un seul signe, un point. Un simple qui masquait l'identité de l'interlocuteur avec une discrétion absolue. Le lendemain de la découverte de la mallette, j'étais assise à la table de la cuisine, fixant le vide, quand son téléphone, qu'il avait laissé par mégarde en allant chercher le courrier, a vibré contre le bois. Mon regard a plongé sur l'écran. Une notification venait d'apparaître. Expéditeur. Pas de photo, pas de prénom, juste ce point minuscule et menaçant. Le message disait « Tout est prêt pour mercredi ». Je n'avais même plus besoin de déverrouiller l'appareil. Le puzzle se complétait de lui-même. Mercredi était le jour de ses habituelles réunions avec les investisseurs. La trahison était méthodique, orchestrée avec une froideur qui me terrifiait autant qu'elle m'écœurait. Enfin, il y avait ce dernier détail du rêve, le plus charnel, le plus humiliant. Je me voyais entrer dans sa voiture de fonction, celle qu'il utilisait pour ses déplacements quotidiens. En ajustant le rétroviseur intérieur, je remarquais une petite tache, une trace grasse et colorée. En m'approchant,
je réalisais que c'était une marque de rouge à lèvres. Un rouge carmin, intense, laissé là comme une signature, un territoire marqué sur mon propre bien. 3 jours plus tard, alors qu'il revenait de son voyage, il m'a demandé de prendre le volant pour aller à un dîner de charité. Je me suis installée. J'ai levé la main pour régler le miroir. Mes doigts se sont figés en plein vol. La marque était là, exactement à l'endroit prédit. Une petite trace de rouge à lèvres, fraîche, insolente, qui me narguait depuis le reflet. Je l'ai fixée pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Lui, assis à côté de moi, agissait comme si de rien n'était, vérifiant ses boutons de manchette. Il ne savait pas que je voyais tout. Il ne savait pas que mon cauchemar m'avait donné une longueur d'avance. J'avais désormais en main les preuves de ses voyages secrets, l'identité codée de sa maîtresse et la confirmation physique de sa présence dans notre intimité la plus stricte. Mais ce que le rêve m'avait montré pour la suite allait transformer cette affaire de cœur en un véritable thriller financier. Car la phrase que j'allais bientôt entendre allait tout changer. L'étau se resserrait. À ce stade, je ne me sentais plus comme une épouse, mais comme une ombre, une présence invisible qui hantait sa propre vie, observant son mari s'enfoncer chaque jour un peu plus dans le mensonge. La réalité était devenue une répétition macabre de mon sommeil. Ma raison vacillait, mais mon instinct de survie, lui, était plus aiguisé que jamais. Dans mon rêve, il y avait un lieu. Un restaurant d'une élégance rare, situé au dernier étage d'un gratte-ciel, avec une vue imprenable sur les lumières de la ville. C'était un endroit où nous n'étions jamais allés ensemble. Je voyais l'argenterie briller sous les lustres de cristal, j'entendais le murmure des conversations feutrées et le tintement des verres de champagne. Dans le rêve, je voyais une addition posée sur une nappe blanche immaculée. Le nom du restaurant était gravé en lettres d'or, l'Apex. Quelques jours après la découverte de la marque de rouge à lèvres, j'ai repris l'examen minutieux de l'historique de notre carte de crédit principale, celle qu'il utilise pour ses dîners d'affaires. Et là, mon cœur a manqué un battement. Une transaction venait d'apparaître, datant de mercredi dernier. Le montant était indécent. Le nom de l'établissement, l'Apex, exactement le même que dans mon cauchemar. C'était le restaurant du rêve. Je me suis rendu compte alors d'un schéma effrayant. Dans mes visions nocturnes, tout semblait toujours converger vers un jour précis de la semaine, le mercredi. C'était le jour où, invariablement, il me disait avoir des réunions stratégiques avec des investisseurs de la Silicon Valley ou de Dubaï. Dans la vie réelle, c'était effectivement ces soirs-là qu'il rentrait le plus tard, les yeux brillants d'une excitation qu'il attribuait à la réussite professionnelle, mais que je savais désormais être d'une toute autre nature. Mais il y avait quelque chose qui me torturait l'esprit, plus que n'importe quelle preuve matérielle. Une phrase, une seule petite phrase que j'avais entendue dans mon sommeil, murmurée d'une voix basse, presque suave. Dans le rêve, je me trouvais derrière la porte entrebâillée de son bureau, et je l'entendais dire au téléphone, avec un petit rire étouffé, « Ne t'inquiète pas, mon cœur, elle est trop occupée par ses dossiers, elle ne découvrira jamais rien. » Cette phrase tournait en boucle dans ma tête comme un disque rayé. Elle me brûlait les tempes. Puis, un soir de pluie, alors que je montais à l'étage pour chercher un livre, je suis passé devant son bureau. La porte n'était pas complètement fermée. Un mince filet de lumière s'échappait sur le parquet. J'ai entendu le murmure de sa voix. Je me suis figé, retenant mon souffle jusqu'à en avoir mal aux poumons. Il était au téléphone. Il parlait bas, avec cette même intonation complice, cette même tendresse volée qu'il ne m'accordait plus. Mon sang s'est glacé lorsque les mots sont sortis de sa bouche, mot pour mot, syllabe pour syllabe, exactement comme dans ma vision. Ne t'inquiète pas, mon cœur, elle est trop occupée par ses dossiers. Elle ne découvrira jamais rien. J'ai dû m'appuyer contre le mur pour ne pas m'effondrer. Entendre cette phrase dans la réalité, après l'avoir vécue dans l'horreur de mon sommeil, a été comme recevoir un coup de poignard en plein cœur. Ce n'était plus seulement une infidélité, c'était du mépris. Un mépris profond pour nos 30 années de vie commune, pour les sacrifices que j'avais faits, pour l'empire que nous avions bâti ensemble. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la suite de mon rêve m'avait montré quelque chose de bien plus grave que des mots doux au téléphone.
il y avait une dernière scène. Une scène finale qui se déroulait au cœur même de notre entreprise. Une scène de trahison financière qui allait me dépouiller de tout ce que j'avais, de ma dignité jusqu'à mes parts dans la société. Je savais ce qui m'attendait. Je savais où il serait mercredi prochain. Et je savais exactement ce que je verrais derrière la porte de la salle de réunion du dernier étage. L'ultime pièce du puzzle était sur le point de se mettre en place. Le silence qui régnait dans notre maison après cette révélation était devenu mon allié. Mon mari continuait son manège, pensant m'avoir neutralisé par mon propre dévouement au travail. Mais chaque fibre de mon être était désormais tendue vers un seul objectif, la scène finale. Dans mon rêve, il restait un dernier acte, le plus brutal, celui qui ne laissait aucune place au doute ou à la réconciliation. C'était la vision qui m'avait fait hurler en silence cette nuit-là. Dans mon sommeil, je me voyais debout, seul, sur le trottoir trempé de pluie en face de l'immense gratte-ciel de verre qui abrite le siège social de notre empire technologique. Il faisait nuit, une nuit d'encre où seules les lumières de la ville perçaient l'obscurité. Je levai les yeux vers le dernier étage, là où se trouvent les bureaux de la direction. Toutes les vitres étaient sombres, à l'exception d'une seule, la salle de réunion principale, celle que nous avions baptisée la coupole. Elle était violemment éclairée, une cage dorée suspendue dans le vide. Dans le rêve, j'entrais dans le bâtiment. Je ne croisais personne, comme si j'étais un fantôme errant dans les couloirs de ma propre réussite. Je prenais l'ascenseur, mon cœur battant au rythme des étages qui défilaient sur l'écran LED. Arrivé en haut, je marchais sur la moquette épaisse du couloir, mes pas ne produisant aucun son. Je m'approchais de la porte double en chêne de la salle de réunion. Elle était légèrement entrebâillée, laissant passer un trait de lumière crue. En regardant par l'entrebâillement, je voyais mon mari. Il n'était pas seul. Assise en face de lui, il y avait cette femme. Je ne voyais toujours pas son visage clairement, mais je sentais son aura de prédatrice. Sur la table de conférence, là où nous avions signé nos plus gros contrats de fusion-acquisition, reposait un document épais, relié de cuir bleu. Dans mon rêve, mes yeux faisaient un zoom impossible sur le papier. Je pouvais lire distinctement une ligne en gras, en haut de la première page. Contrat de transfert de participation sociétaire. C'était l'acte de décès de ma vie professionnelle. Il était en train de lui céder mes parts, nos parts, de détourner les actifs de la société que nous avions mis 30 ans à bâtir. Je l'entendais alors prononcer ces mots d'une voix calme, presque caressante, tandis qu'il lui tendait un stylo plume. Une fois que ce sera signé, tout sera à nous. Elle n'aura plus rien, pas même un bureau pour pleurer. Je me suis réveillée de ce fragment de rêve avec une sensation de brûlure dans la poitrine. Ce n'était plus seulement une histoire de lit, c'était un braquage, un assassinat financier orchestré par l'homme qui avait juré de me protéger. Mercredi est arrivé, le jour maudit. Comme prévu, il m'a embrassé sur le front avant de partir, prétextant une énième réunion tardive avec des fonds d'investissement singapouriens. J'ai attendu qu'il disparaisse au bout de l'allée. J'ai attendu 2 heures, seule dans le noir, assise sur le rebord de mon lit, fixant ma propre alliance que j'avais fini par retirer moi aussi. Puis, j'ai pris mes clés. Le trajet jusqu'au centre d'affaires a été une expérience extracorporelle. J'avais l'impression de suivre un itinéraire tracé sur le sol par une main invisible. Quand je suis arrivée devant l'immeuble, j'ai levé les yeux. Le froid m'a saisi, mais ce n'était pas à cause du vent nocturne. C'était le choc de la reconnaissance. Tout était là. Le trottoir mouillé, l'enseigne de l'entreprise qui grésillait légèrement, et surtout, cette unique lumière allumée tout en haut, au dernier étage. Le bâtiment semblait m'attendre. Le hall était désert, baigné dans une lumière artificielle blafarde. Je n'ai pas eu besoin de demander mon chemin aux agents de sécurité, qui n'étaient d'ailleurs pas à leur poste. Je connaissais chaque recoin de cet endroit. J'ai pris l'ascenseur. Le silence à l'intérieur de la cabine était assourdissant. Je voyais les chiffres défiler. 20, 25, 30, 40. Mon reflet dans le miroir de l'ascenseur me renvoyait l'image d'une femme que je ne reconnaissais plus. Une femme qui n'avait plus peur, car elle avait déjà vécu sa propre mort dans son sommeil. Les portes se sont ouvertes. Le couloir était plongé dans une pénombre bleutée, exactement comme dans ma vision. J'ai avancé,
mes talons ne faisant aucun bruit sur le tapis de laine. Au bout, la salle de réunion. La porte était entrebâillée, comme prévu. Un trait de lumière dorée découpait le tapis. Je me suis approché doucement. J'ai posé ma main sur le bois froid. J'ai regardé par la fente. Ils étaient là. Lui, dans son costume impeccable, et elle, une femme plus jeune, élégante, dont je reconnaissais enfin le profil. C'était notre assistante juridique principale, celle en qui j'avais placé toute ma confiance pour protéger nos brevets. Sur la table, le dossier bleu, le contrat de transfert. L'air sentait ce parfum sucré, cette vanille écœurante qui m'avait hanté pendant 7 jours. Tout était en place. Chaque geste qu'ils faisaient, chaque position de leur corps, c'était une chorégraphie que j'avais apprise par cœur. Mais à ce moment précis, j'ai réalisé une chose fondamentale. Dans le rêve, il y avait un détail que je n'avais raconté à personne. Quelque chose que je n'avais même pas osé m'avouer à moi-même. J'avais toujours cru que le rêve s'arrêtait à cette vision du contrat. Mais non. Le rêve m'avait montré ce qui se passerait après mon entrée dans cette pièce. Ma main a tremblé sur la poignée, mais pas de peur, de hâte. L'heure de la révélation avait sonné. La trahison était complète, mais mon plan de contre-attaque, lui, était déjà prêt depuis une éternité. L'instant de vérité était là. Le temps semblait s'être figé, comme si l'univers tout entier retenait son souffle, attendant que je franchisse le seuil de cette porte. En regardant par l'entrebâillement, j'ai vu mon mari lui tendre le stylo. J'ai vu son sourire, ce même sourire que j'avais aimé pendant 30 ans, mais qui n'était plus qu'une grimace de prédateur sur le point de dévorer sa proie. La réalité et le rêve fusionnaient en un seul point de douleur et de clarté absolue. J'ai poussé la porte. Le gémissement des charnières a tranché le silence de la salle comme un coup de rasoir. Leurs visages se sont tournés vers moi, synchronisés, frappés par une onde de choc. La surprise a laissé place à une terreur livide sur le visage de mon mari. L'assistante, elle, a instinctivement refermé le dossier bleu, mais il était trop tard. J'avais déjà tout vu, j'avais déjà tout vécu. Le silence qui a suivi était assourdissant. Mon mari a bafouillé, cherchant désespérément à raccrocher les morceaux de son masque brisé. « Camille, mais qu'est-ce que tu fais là? Est-ce que on finalisait juste quelques documents techniques pour la filiale. » Je ne lui ai pas laissé le temps de finir sa phrase pathétique. Je me suis avancée vers la table de conférence avec une lenteur calculée, une autorité que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'odeur de son parfum sucré m'a frappée de plein fouet, mais elle ne me faisait plus mal. Elle me donnait de la force. « Avant que vous ne signiez quoi que ce soit, » ai-je dit d'une voix si calme et si glaciale qu'elle a semblé faire baisser la température de la pièce de plusieurs degrés. « Je pense que vous devriez voir ceci. » J'ai sorti de mon sac une petite clé USB noire et je l'ai posée sur la table, juste à côté du contrat de transfert. Elle a glissé sur le bois poli avant de s'arrêter net devant lui. Il la regardait comme s'il s'agissait d'un serpent venimeux. « Qu'est-ce que c'est » a-t-il demandé, sa voix tremblant désormais de manière incontrôlable. « C'est la fin de votre petit théâtre » ai-je répondu en croisant les bras. À l'intérieur de cette clé, il y a tout ce que mon rêve m'a aidé à trouver. Des enregistrements de vos appels nocturnes, les captures d'écran des messages de ton mystérieux contact, les factures de l'hôtel Grand Palais Élysée et les preuves irréfutables de tes virements bancaires vers des comptes offshore. Mais il y a plus. Il y a aussi les preuves de la fraude fiscale et du détournement d'actifs que vous étiez en train de commettre ce soir. Le visage de mon mari est passé du blanc au gris. Des perles de sueur ont commencé à perler sur son front, exactement comme je l'avais vu dans mon sommeil. Il a jeté un regard désespéré vers l'assistante juridique, mais elle avait déjà détourné les yeux, cherchant probablement une issue de secours qui n'existait pas. J'ai fait un pas de plus, me penchant vers lui pour que mon visage soit à quelques centimètres du sien. Je pouvais sentir son angoisse, sa défaite totale. « Curieux » ai-je murmuré, savourant chaque syllabe. « Parce que dans mon rêve, tu me disais que je ne découvrirais jamais rien. Tu pensais que j'étais trop aveugle, trop occupé à bâtir notre fortune pour remarquer que tu la détruisais par derrière. » Il a ouvert la bouche pour tenter une dernière excuse,
mais aucun son n'est sorti. Le prédateur était devenu la proie. « Mais vois-tu, » ai-je continué, un sourire sans joie étirant mes lèvres, « dans mon rêve aussi, tu finissais menottée, et la police est déjà en bas, dans le hall. » À cet instant précis, comme si le destin obéissait à mon commandement, le bruit sourd des sirènes a retenti au loin, montant depuis la rue jusqu'à nous. Les gyrophares bleus ont commencé à balayer les vitres du dernier étage, transformant la salle de réunion en une scène de crime sous les projecteurs. Tout était terminé. Le cycle du cauchemar était enfin rompu. J'ai ramassé mon sac et je me suis dirigé vers la sortie sans un regard en arrière. En marchant dans le couloir, j'ai ressenti une légèreté incroyable, comme si je m'étais débarrassée d'un poids de 30 ans. Je n'étais peut-être pas religieuse. Je n'avais peut-être jamais cru aux signes. Mais cette nuit-là, j'ai compris que parfois, l'univers nous donne les outils pour nous sauver. Il suffit d'avoir le courage de les voir. Je m'appelle Camille, j'ai 57 ans. Et aujourd'hui, je commence enfin la première page de ma propre histoire.